C'est le magazine Closer qui révèle cette triste nouvelle. La comédienne Mallory Nataf serait une nouvelle fois dans une situation personnelle très compliquée qui la forcerait à dormir dans la rue. Il y a quelques années, l'actrice célèbre pour ses rôles dans les productions AB avait réussi à remonter la pente, notamment en tournant l'année passée dans la série Les Mystères de l'amour sur TMC. Mais aujourd'hui, à 48 ans, retour à la case départ. Toujours selon le magazine Closer, l'actrice serait aujourd'hui en couple avec un autre SDF. Établi dans le quartier du Marais, les amoureux font la manche pour tenter de survivre, après une période financière compliquée pour l'actrice que l'épidémie de Covid-19 n'a pas épargnée. Mallory Nataf, qui n'est pas la seule célébrité à avoir connu une situation aussi extrême. Souvenez-vous, il y a quelques mois à peine, c'est l'ancienne star de la chanson Ophélie Winter qui s'était elle aussi retrouvée à la rue, obligée de dormir dans sa voiture. Elle s'était confiée sur notre plateau. Mais je n'ai pas de domicile du tout. C'est pas fixe ou mobile. Même topo pour Loana qui n'a pas fini à la rue mais qui a tout de même connu une descente aux enfers spectaculaire. Avec toutes les drogues qu'elle consomme aujourd'hui, elle va au suicide. Drogue, violence conjugale, problèmes financiers, prise de poids, alcool, des difficultés qui l'ont mené jusqu'à se faire interner en hôpital psychiatrique. Alors êtes-vous choqué par les photos de Mallory Nataf dans la rue ? Merci Benjamin Dargent d'être avec nous, rédacteur en chef de Closer. Et c'est vrai que cette histoire, elle est folle parce que il y a plein de gens qui se disent, quand on nous voit à la télé, c'est qu'on gagne énormément d'argent, c'est qu'on a l'abri du besoin. Et c'est vrai que voir une actrice qui a fait des années et des années de succès, c'était sur TF1, hein, Le miel et les abeilles, c'est vrai que c'est complètement fou. L'information, elle vous est venue comment sur Mallory ? C'est un concours de circonstances. On l'a, nous, appris au mois de septembre. En tout cas, voilà, on avait eu l'information au mois de septembre. On a cherché à rentrer en contact avec elle. On a appelé sur son portable qui était coupé. On lui a envoyé différents mails sur les adresses qu'on avait à l'époque où on était en contact avec elle. Ils nous sont revenus non distribués. Donc voilà, et en fait, on avait arrêté un peu là parce qu'on était sur d'autres sujets. Et voilà. Et il y a quelques semaines, des photographes nous ont proposé ces photos. Est-ce que vous avez hésité à les publier ? On s'est posé la question, effectivement, parce que les photos sont effectivement très fortes. Ouais. Après, malheureusement, pour Mallory Nataf, c'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans cette situation. C'est un peu ce qu'elle vit depuis 2011, c'est-à-dire que depuis 2011, elle a vécu... en 2011, elle avait déjà vécu 3 ans dans la rue. C'est elle qui le racontait elle-même aux journalistes. Et voilà, et on la suivait depuis cette époque-là. On a suivi toute sa résurrection, entre guillemets, son retour sur les plateaux des Mystères de l'amour. Et malheureusement, là, voilà, les faits sont là. Elle est de retour. Il y a beaucoup de stars comme ça qui se retrouvent à la rue, comme ça. Est-ce que vous hésitez déjà à prendre des photos comme ça, comme vous l'avez dit, oui et est-ce qu'il y a d'autres cas ? Oui, il y a d'autres cas assez récents. On se souvient l'année dernière, il y avait Ophélie Winter qui était dans une période assez difficile. Loana, de manière assez régulière, se retrouve dans des situations... Alors, elle n'est pas dans une situation de précarité comme Mallory Nataf, mais elle est dans une situation personnelle assez difficile et elle en témoigne elle-même. Alors, la question qu'on a posée aux chroniqueurs, c'est la descente aux enfers des stars. C'est quoi la question ? Je ne sais pas pourquoi vous mettez oui ou non. Est-ce que vous êtes choqué ? Benjamin Castaldi. Pas du tout. Moi, je suis choqué évidemment parce que c'est très triste pour elle, mais alors il y a différents cas de figure. Moi, je vais vous parler. En fait, on parle de Bigard qui a des problèmes d'argent, etc. Alors, dans la tête des gens, c'est vrai que c'est choquant parce que on a gagné et j'ai gagné effectivement parfois beaucoup d'argent. Et on se dit mais comment est-ce qu'on peut se trouver dans la merde quand on a gagné autant d'argent ? Pourquoi t'as pas mis de l'argent de côté, etc. Je vais vous montrer un exemple qui est très simple. Moi, j'ai eu des problèmes parce que j'ai fait des mauvais investissements. J'étais en fight avec les banques, donc j'étais condamné. Et quand on est condamné, on a des saisies. Donc moi, j'ai été saisi sur mon salaire. Donc moi, j'avais amené la fiche de paie, il y avait 22 000 euros bruts à TF1. Alors, vous aviez donc 22 000 euros bruts de salaire par mois à TF1. Voilà, une fois que vous êtes rentré dans le cycle où vous êtes saisi, il vous laisse, ce qui est une somme, mais il vous laisse 1 600 euros. Sauf que moi, à cette époque-là, j'ai 20 000 euros d'impôts à payer, j'ai le crédit de la maison, j'ai les pensions alimentaires, donc j'ai un train de vie à assurer. En fait, en l'espace de 10, 12 mois, vous êtes encore plus dans la merde que vous ne l'étiez. Et en fait, c'est un cercle infernal et on ne peut rien faire. Et quand on prend conscience, parce qu'effectivement, il y a un peu d'ego, il y a un peu d'orgueil, évidemment, on se dit, voilà, je suis vedette. Quand on ouvre les yeux, c'est trop tard. Donc moi, je me suis battu parce qu'effectivement, voilà, je suis dans un combat juridique. Donc d'abord, j'étais épaulé, j'étais conseillé. Mais si j'avais pas été dans cette situation-là, si j'avais été un peu faible, si je m'étais mis à picoler, etc., j'aurais certainement fini très mal. Et c'est
pareil pour tout le monde. Si vous avez 1 200 € de salaire, on vous enlève, on vous fait une saisie, il vous reste pas grand-chose. Donc il faut pas blâmer les stars. Il faut juste comprendre qu'effectivement, on a mené grand train, on a fait des choses. Moi, effectivement, j'ai profité de la vie, mais ce qui m'est arrivé, je ne le mérite pas, honnêtement, Cyril. Voilà, aujourd'hui, Vous avez fait de mauvais investissements? J'ai fait de très mauvais investissements. Alors effectivement, j'ai pas été très prévoyant, mais le fait est qu'au final, pendant 4 ans, Cyril, ça a été, quand je vous dis un enfer, c'est un enfer. Et c'est un combat, parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que vous avez caché des lingots sous le plumard, que vous avez de l'argent à l'étranger. Ce qui est pas le cas. Donc maintenant, j'arrive à me battre parce que j'en suis arrivé à déposer un dossier de surendettement pour qu'on me fiche la paix. Vous avez déposé un dossier de surendettement. Et ce qui a été accepté parce que les gens, mais j'ai mis très longtemps parce que dans la tête des gens, il est à la télé tous les jours. Il gagne de l'argent. C'est indécent. Donc c'est indécent. Bien sûr que c'est indécent. Sauf que si je ne fais pas ça, je ne peux pas m'en sortir. Aujourd'hui, si on me laisse pas respirer un peu, je vais crever. C'est vrai, Benjamin, que vous n'aviez un moment, vous n'aviez même plus de carte bleue. Ah non, mais moi j'ai connu un truc dingue, c'est qu'effectivement j'étais à la carte bleue et il n'y a pas 20 balles qui sort. Alors ça n'a pas duré des années, mais pendant. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là aussi. Mais moi, si vous avez emprunté à tous vos potes, donc vous n'avez plus personne vers qui vous retournez. Et effectivement, pendant un mois, il n'y avait plus de chauffage à la maison. Mais comment j'avais pu penser un jour que... Imaginez le nombre de gens qui sont dans votre cas. Voilà, donc quand je vois ces histoires-là, je comprends très bien. Moi, je me souviens, les enfants venaient, il y avait 7 couvertures parce qu'on ne pouvait pas chauffer, je ne pouvais pas faire le plein. Mais quand vous racontez ça, on ne peut pas vous croire. Je vous le dis franchement, on ne vous croit pas. Vous allez devant des juges qui ne vous croient pas parce que c'est pas audible, Cyril. C'est vrai que c'est pas audible. Quand on a eu la carrière que j'ai eue, quand on a fait ce que j'ai fait, et c'est pareil pour tous les artistes, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait dans leur vie, on ne peut pas entendre qu'un jour, ça n'aille pas. Et pourtant, je vous le dis, parfois, alors il y a ceux qui font des grosses bêtises, mais souvent, c'est pas tellement des bêtises. Quand la roue se met à tourner et qu'effectivement, vous êtes dans un engrenage où on vous prend à la gorge, c'est terminé. Et c'est pareil pour tout le monde, que vous gagnez 100 000, 10 000, 5 000 ou 1 000. C'est la même chose pour tout le monde. Et tous les gens qui sont dans la merde, parce qu'effectivement, ils ont fait un petit crédit pour le téléviseur, un pour la bagnole, et on leur dit un jour, monsieur, c'est fini. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les huissiers, vous avez les comptes saisis, les salaires saisis, on vous prend tout ce que vous avez, et c'est terminé, fin de l'histoire. Alors moi, j'ai pu me battre, parce qu'effectivement, j'ai été conseiller, mais il y a plein de gens, quand on vous êtes pris là-dedans, c'est un enfer. Il faut bien comprendre que c'est valable pour tout le monde. Même si c'est difficile à entendre, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que vous avez des mecs qui vous ont aidé Bien sûr, mais évidemment, évidemment, il y a des gens qui m'ont prêté de l'argent, j'en dois encore, je dois beaucoup d'argent à plein de gens parce qu'ils m'ont aidé au moment où il fallait m'aider. Mais c'est très humiliant. Et encore une fois, c'est compliqué de dire, tu sais, j'ai plus de thunes. Mais moi, ils me laissaient quasiment rien. Comment je fais? Alors, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est très compliqué. Et vous le savez, puisque à H2O, vous avez des saisies qui arrivent très régulièrement. On va pas se mentir. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission. J'ai une question à vous poser, Benjamin. C'est parti. Benjamin, quand vous avez eu ces problèmes d'argent, est-ce que vous étiez encore une grande star de J'étais sur TF1. Ah, c'est ça. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que vous étiez sur TF1. Bien sûr. Et est-ce que vous, Benjamin, est-ce qu'on le sait ces trucs-là sur les stars ou pas du tout quand on travaille à Closer, quand on travaille dans les magazines People? En l'occurrence avec Benjamin Castaldi, ce qui est assez c'est qu'il l'a dit lui-même et il l'a dit chez nous. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais venu pour faire une interview de Benjamin Castaldi et une interview, mais vraiment pour parler carrière, le taquiner un peu sur son mariage à l'époque. Bien sûr. Voilà. Et là, en fait, je me suis retrouvé devant un animateur qui me lâche qu'il est ruiné, qu'il n'a pas pu faire ses achats à Noël pour ses gamins. Et là, pour le coup, c'était assez courageux de sa part. Et je pense que c'est un peu ce qui l'a sauvé dans la mesure où l'accepter, c'est déjà faire un premier pas vers la sortie du truc. Et que ce qui arrive parfois, en l'occurrence pour des stars qui tombent vraiment bas, c'est de ne jamais arriver à l'accepter et de se dire maintenant, il faut que je me bouge, il faut que je m'y sorte, il faut que je m'en sorte. Voilà. Alors, on a vu le cas Benjamin Castaldi. Benjamin, on va pas se mentir, vous étiez le numéro 1. Ouais. Vraiment, on était le numéro 1 de TF1, donc le numéro 1 du PAF. On a vu Jean-Marie Bigard qui était le numéro 1. Ah, je vous coupe. Quand TF1 voit les saisies qui arrivent évidemment à la chaîne, ça n'arrange pas mes relations avec la chaîne. Et 4 ou 5 mois après, ils me cassent mon contrat, ils me virent. Ah oui. Et effectivement, vous pensez que ça a joué, qu'ils reçoivent des saisies? Évidemment que ça a joué, parce qu'effectivement, c'est pas chic, on va pas se mentir, c'est pas terrible, c'est un peu compliqué. Moi, je m'en fous. Hein. Non, mais moi, je vous l'ai dit, surtout. Non, mais moi, je vous l'ai dit. Moi, aujourd'hui, je me casse plus, et effectivement, maintenant, je me bats, je me suis organisé pour que ce soit plus facile à vivre, parce qu'effectivement, heureusement, la loi vous permet de vous protéger, mais pendant des années, je vous jure, c'est un enfer. Vous avez vécu combien de temps comme ça? Ça a duré 5-6 ans, c'était très compliqué. Vous saviez Nicolas Pernikov pour Benjamin, vous? Oui, je suis au courant pour Benjamin et il a été courageux. Alors c'est vrai que c'est très compliqué, c'est pour ça. Parce qu'il l'explique, si vous voulez, il y a un décalage. Bien sûr. Toujours le fait qu'il soit quelqu'un d'important, qui est sur une chaîne de télé quotidiennement et qu'il ait un succès d'audience,
les gens n'arrivent pas à faire le recul et comprendre ce qui peut lui arriver. Mais cet engrenage, moi, j'ai connu, effectivement, avec Benjamin, que je connais depuis très longtemps, mais j'ai connu avec une des plus grosses fortunes de ce métier, qui sont Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes, des millions et des millions et des millions d'albums vendus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on vous saisit votre maison, quand on vous saisit tout, pour repartir derrière, si vous voulez, l'énergie est très compliquée. La question que je vous pose, et c'est la question que doivent se poser pas mal de téléspectateurs, c'est quand on a gagné énormément d'argent. D'accord, vous pouvez vendre votre maison, vous saisit votre maison, mais l'argent de la maison, il va où? Parce que vous ne pouvez pas accumuler. Moi, je sais qu'il y a des gens, je ne citerai pas de nom, voilà, des gens qui se sont retrouvés sans rien, qui ont gagné jusqu'à des 70 millions, 80 millions d'euros. Mais moi, je n'étais pas du tout. Mais c'est très simple. Vous avez un huissier qui a un acte juridique et qui dit voilà, la maison, si vous la vendez, l'oseille, c'est pour nous. Donc la maison, vous pouvez. Mais comment on peut accumuler les dettes comme ça? Comment ça se passe? Mais parce que on pense que quand vous commencez à avoir du succès, d'abord, vous n'êtes jamais prêt au succès. Okay, donc on pense que ça ne s'arrêtera jamais. Moi, j'ai jamais été prêt. C'est pour ça que j'en ai jamais eu. Non, mais à l'inverse, vous allez galérer. Donc vous avez conscience, vous avez quand même, on se connaît, c'est vous avez conscience de l'argent. Vous avez quand même pas mal galéré. Moi, j'ai fait la traversée du désert avant de voir le désert. C'est une très belle expérience. Ça sert toujours. Mais on pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et très souvent, ce qui se passe, ce sont les impôts. C'est-à-dire que très souvent, vous êtes très mal entouré. Tout le monde se sert. Johnny. Enfin, pour beaucoup d'artistes, c'est ce qui est arrivé. Vous avez les impôts qui vous tombent dessus. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas les années derrière, qui continuent un peu comment ça, les impôts positivement derrière, parce que normalement, parce qu'en général, on ne paye pas les impôts, les comptables. Vous savez, le nombre d'artistes qui sont fait planter par leurs comptables. Moi, à l'époque, j'étais mensualisé comme beaucoup de gens. Quand on vous laisse rien, tous les mois, le prélèvement de l'impôt, il n'est pas payé. Donc le mois d'après, vous devez ce que vous deviez le mois d'avant, et ainsi de suite. Donc à la fin de l'année, vous devez 300 000 euros. Et ça vient s'ajouter à tout le reste. Non mais c'est très compliqué. Et Benjamin a attendu surtout la loi Borloo, parce que quand vous êtes endetté, vous attendez des mois et des mois et des mois qu'on valide votre faillite personnelle. Je sais que vous êtes très intéressé par le sujet. Chez vous, il y a beaucoup de réactions. Oui, Satine. Sincèrement, pour avoir vécu ça, étant plus jeune avec mes parents, je sais que c'est tellement humiliant et je sais à quel point c'est horrible de se retrouver. C'est comme si on est un peu dans un trou noir, on n'en sort jamais. Et c'est terrible. Et le pire, c'est la façon dont les gens juge, en fait. C'est terrible. Et vraiment, je vous promets que ça a été un réel traumatisme pour moi et mes parents à l'époque. Et que maintenant, on s'en est sorti. Donc tant mieux. Mais c'est vraiment que je comprends Benjamin Castaldi dans le sens où le pire, c'est que comme c'est une personnalité publique, forcément, les gens vont juger. Forcément, les gens vont dire « Ah, il a eu de la thune et maintenant, il n'en a plus. » Et ça, c'est terrible. Le jugement porté là-dessus, c'est terrible. Il y a plein de gens, quand ils voient des stars à la rue comme ça, qui doivent se dire « Mais pourquoi ils vont pas faire un job, entre guillemets, normal, classique? Pourquoi ils redeviennent pas ?» Et il faut savoir que quand vous avez connu la gloire, le succès, que vous avez été chouchouté par tout le monde, que tout le monde venait vous faire entre guillemets de la lèche, c'est extrêmement dur de revenir à la société normale. Moi j'ai connu quelqu'un il y a pas longtemps, une ancienne gloire évidemment, je citerai pas son nom, qui m'a demandé de l'aider un peu, lui donner un petit boulot. Et en fait donc je l'ai fait. Mais cette personne n'arrivait pas à retravailler normalement, à se lever le matin, à venir à 8h au bureau, à avoir un mode de vie normal. On est déconnecté. Mais alors moi évidemment je l'ai pas vécu, mais c'est extrêmement dur de revenir à la société normale, parce que en fait, je pense que les gens ont une mauvaise influence autour de vous. Il y a tout un entourage autour de vous qui vous dit que du bien de vous, donc vous pensez que vous êtes une grande star. Benjamin, je pense que tu confirmes. Moi j'ai eu une chance, c'est que j'ai toujours travaillé après. Moi quand Cyril m'a appelé la première fois sur C8, je vais pas vous mentir, quand il m'a dit viens faire chroniqueur, je vous dis par ego et par orgueil, je vous ai dit d'aller vous faire foutre. Mais c'était une erreur de ma part. Mais ça, c'est typiquement de l'ego. Mais Benjamin, si t'avais plus rien aujourd'hui, est-ce que tu pourrais redevenir, je sais pas, peut-être vendeur, serveur, un emploi normal? J'en sais rien. Ça c'est pas. Ça fait 25 ans que je bosse à la télévision. Si ça s'arrête demain, après j'ai plein de projets en route, je fais d'autres choses. Mais bon, c'est très. Tu as raison, c'est impossible pour quelqu'un qui. Benjamin Darmon, vous voulez réagir sur. En l'occurrence, Mallory Nataf, elle a essayé d'avoir un boulot, un job normal. Elle l'avait raconté d'être boulangère, caissière, enfin d'aller bosser pour. Elle a travaillé dans une boulangerie. Et alors, elle expliquait qu'en fait, elle le faisait 1 mois, 2 mois, et que les gens la reconnaissaient, et que du coup, ça créait un espèce de trouble. Mais elle est revenue dans la série. Jean-Pascal, alors lui, il a été une énorme star de la Starac. C'était un des plus connus de la Starac. Je vais te dire quelque chose, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas. Moi, j'ai été pendu. C'est vrai. Au décès de mon père, je vais vous le dire, je devais 185 000 € aux impôts. Alors j'ai perdu mon contrat TF1 à un moment, puisque j'étais salarié de TF1 en tant qu'animateur, j'avais 5 000 balles par mois. J'ai perdu mon contrat TF1, je devais 185 000 €. Par chance, mon père m'avait fait acheter un terrain. J'ai pu redémarrer, j'ai redémarré à 0. Et puis, j'ai eu un bad il y a 8 ans. Je n'avais rien. Je pense que les gens aussi, les stars, comme on dit, il ne faut pas avoir peur de redémarrer et de se dire « Oh, mais je fais de la télé, qu'est-ce que je sais faire d'autre ?» J'ai ouvert un petit resto. Ça a moyennement marché, j'ai vendu. J'ai fait
serveur dans un restaurant. Les gens, toute la journée, vous disent « Ah, ça vous mène là, la télé ». Les gens sont des connards. Non, c'est vrai, vraiment. Mais mon père m'entend. J'ai été 1 an et demi au restaurant du Golfe de Chantaco, qui m'a pris, et après Cyril, tu m'as pris. C'est pour ça que je te l'ai dit, et je le dis avec émotion, parce que ça n'a pas été facile, et je suis passé par des moments hyper durs. Mais j'ai quand même eu la chance de Delphine qui s'est occupée de mes enfants, j'ai galéré à payer mon loyer, j'en ai chié. Mais je veux dire un truc, c'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on peut pas être boulanger ou autre, parce que les gens la reconnaissaient, elle n'y arrivait pas. Quand il faut bouffer, eh bien il faut bouffer. Eh bien que ce soit serveur, électricien, boulanger, il n'y a pas de sous-métier et il faut s'adapter. Donc moi, ces gens-là, au bout d'un moment, eh ben, je ne les plains pas, parce qu'il faut avoir les couilles de dire eh ben, il faut faire autre chose et ça redémarrera. Et la preuve, c'est que je redémarrer. C'est dur, mais si on se bat, on peut y arriver. Voilà. Jean-Pascal, non mais c'est dingue ce que vous dites. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que pas fastoche. Vous étiez serveur et donc là, les gens n'arrêtaient pas de vous dire ouais, qu'est-ce que tu fais. En fait, ça a dû vous déprimer à fond. Oui, parce que c'est au moment où j'ai divorcé et tout ça, c'était compliqué. Et les gens, ils vous démontent. Mais même aujourd'hui, c'est pas des trucs fastoches, tu vois. C'est quand tu m'as appelé pour faire l'émission. Il n'y a pas là maintenant. Il n'y a pas paquet là. Il y a Baba. Mais je sais, mais c'est une chance que tu vois, quand je te dis, je te remercie et tout. Ah oui. Donc je veux dire, quand on se bat, on peut toujours y arriver, voilà. Je ne suis pas du genre, j'aime pas chialer ou quoi, mais quand on veut se bouger le cul, ben, on peut toujours essayer d'arriver. Et il ne faut pas écouter les autres, et il faut se battre. Les mecs qui disaient, ouais, regardez où ça mène la télé, tout ça, en rigolant, mais c'est vrai que c'est ça qui est terrible. Franchement, c'est terrible. Tous les jours, en ce qui me concerne, on juge le fait que je sois ici parce que je ne peux pas aller ailleurs. Tous les jours, vous avez des tweets avec, voilà, mais c'est pas très grave. À la limite, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que, mine de rien, il faut accepter des choses, qu'elles changent, refaire d'autres choses. Moi, j'ai fait des choses qui étaient très différentes de la télévision. Après, on m'a rappelé, mais c'est une chance énorme. Et moi, j'ai revu Jean-Pascal, il avait un petit restaurant, un petit cabanon. T'es venu me voir à ma guinguette. Voilà, et il m'a servi un petit verre de champagne, à boire avec modération. Bernard, vous, non, mais plus tard, parce que vous aussi, vous avez une carrière énorme, mais vous avez toujours travaillé. Non, moi, j'ai toujours travaillé. Ouais. Toujours travaillé. Il y a eu une parenthèse de quelques mois de télévision. Vraiment de quelques années. 2 mois. Mais c'est tout, voilà. Non, de 4 mois. Quand j'ai été viré de TF1 en 2003. Ouais, non, mais j'avais la radio et puis j'ai repris la télé très vite. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce qui est difficile pour, justement, qu'on passe à la télé ou pas, de retrouver un job même normal, comme tout le monde. Parce qu'en fait, Mallory Nataf, elle a été virée de la boulangerie. Oui, parce que... Elle voulait y rester. Elle avait enfin trouvé un petit appartement. Elle réussissait un peu à payer tous ses frais. Sauf que le mec, il l'a virée parce que c'était l'enfer dans la boulangerie et qu'il ne pouvait pas la garder à cause de ça. Mais elle est revenue dans la série. Elle est revenue dans la série l'année dernière. Mais c'est elle qui a décidé de partir. Oui, c'est Jean-Luc Azoulay qui l'a dit. Là où je rejoins un peu Jean-Pascal, c'est qu'il y a des célébrités comme ça à qui on a proposé de l'aide. Effectivement, Jean-Luc Azoulay l'a aidé. Moi, je sais que par exemple, Loana, je l'ai rencontré plusieurs fois, je lui ai proposé de l'aide, je lui ai dit viens, on travaille ensemble si tu veux te développer, etc. C'est des gens qui malheureusement décrochent tellement parce qu'ils sont tellement pas entourés qu'en fait ils s'habituent à cette vie-là et qui ne veulent pas s'en sortir aussi pour certains. Et là où je rejoins Jean-Pascal, c'est que quand on a des enfants, qu'on doit leur donner à manger, etc., on se sort les doigts des fesses, excusez-moi de l'expression, et on va bosser parce qu'on n'a pas le choix, c'est une question de survie. Mais en revanche, il y a le regard des autres. Moi, j'ai connu un chanteur qui a fait des chansons pour Dutronc, pour Hardy, qui a été vraiment une immense vedette. Et effectivement, il est devenu serveur dans le quartier des Halles de Paris. Et c'est vrai que les gens lui chiaient dessus toute la journée en disant « Regarde, t'as vu ce con-là? Et maintenant, tu laves le sol du con. » J'ai entendu, mais N plus P fois, les gens... Alors, c'était pas méchant, mais c'était épouvantable. Et regardez Eric Bamy, on parlait de la doublure de Johnny qui s'est retrouvé dans une dèche épouvantable, d'autant qu'il avait pris les habitudes de vie de Johnny. Et après, il est repassé à la France, un incroyable talent, pour se relancer. Idem, rappelez-vous cet animateur, Lionel Cassan. Bien sûr. Oui. Lionel Cassan. C'est un animateur sur France 2, je crois. Oui, qui a été un grand animateur, il avait toutes les matinales, etc. Eh ben, il s'est suicidé. Oui. Il s'est carrément suicidé parce qu'on l'a retrouvé, il a été commentateur un peu chez Michou, il a fait des petits jobs et les gens se foutaient de sa gueule toute la journée. Et un jour, je l'ai croisé, il était en larmes, il me dit « Tu sais Bernard, je n'en peux plus. Les gens n'acceptent pas cette nouvelle vie, moi non plus, j'ai pas un rond, on se fout de ma gueule toute la journais. » Et il s'est suicidé. Benjamin, comment vous avez trouvé la force, vous, de repartir? Parce que... Moi, j'avais des enfants, j'ai eu la chance qu'on m'appelle pour travailler. Vous vous êtes dit à un moment, je vais arrêter. Je l'ai dit, à un moment donné, on pense au pire. Hein. C'est vrai? Ah bah oui, on y pense pas longtemps, mais on se dit, ouais, voilà, stop, foutez-moi. En fait, ce qui est compliqué, c'est le harcèlement permanent. Et surtout qu'on ne vous écoute pas et qu'on ne vous croit pas. Donc moi, j'avais beau expliquer, expliquer, expliquer. Après, moi, j'ai toujours pas mal de chance. D'abord, je suis entouré, j'ai ma mère, etc. Puis j'ai été appelé pour faire un boulot à Los Angeles qui m'a permis, en fait, de rester en vie mentalement. C'est-à-dire qu'en plus, quand vous êtes harcelé, si vous êtes plus en forme physiquement, si tout se casse la gueule, alors vous faites plus de télé du tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un cercle infernal. C'est que vous êtes plus en forme, vous mettez
à picoler, à faire des conneries. Et les gens disent, bah voilà, le mec, va laisser le lock. Mais t'es devenu un pestiféré pour la télé, les gens ils t'ont évité? Non, j'ai pas été un pestiféré. Encore une fois, j'ai fait des paris, j'ai accepté un truc sur Gulli, par exemple. J'ai fait une émission sur Gulli, c'était un gros carton. Bon, j'ai de la chance. Mais après, j'ai fait une chose avec moi, c'est que quand j'étais vraiment dans la merde, j'ai dit, il faut que je prenne soin de moi. Donc effectivement, je me suis pas mis à bouffer comme un cochon, j'ai fait du sport. Et ça, c'est la clé. Être en forme physiquement. Et c'est vrai que dans ceux pour qui ça va mal, souvent le physique il a déchéance. Décline. Voilà. Cyril, Cyril, pour finir, juste parce que par rapport aux comédiens, il y a plein de comédiens que vous voyez à la télévision, s'ils s'arrêtent de bosser, s'ils bossent pas pendant 1 an, ils n'ont plus rien. Et c'est des têtes d'affiche. Il faut arrêter de penser que ces métiers qui sont dans la lumière, ils ont gagné de l'argent à ne plus pouvoir travailler jamais. Ils ont besoin de bosser tout le temps. C'est pour ça que c'est compliqué pour les intermittents et c'est pour ça que pour les comédiens et des gens qui sont connus, c'est très compliqué ce qui se passe en ce moment. Oui, Nicolas. J'avais un rêve dans ma vie, moi, c'était de rencontrer Michel Galabru. Voilà. Et un jour, j'ai rencontré Michel Galabru et il m'a expliqué. Il m'a expliqué pourquoi il avait fait autant de navets dans sa vie. Et il me dit, vous savez combien, Nicolas, j'ai tourné de temps dans ma vie? 2 ans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au mois de mai, au mois de juin, j'avais mes enfants qui me demandaient où on allait en vacances. Et j'avais pas d'argent devant moi. Et je pouvais même pas bouffer. Et je prenais le premier film qu'on me proposait pour pouvoir leur offrir des vacances. Il a tourné 2 ans dans sa vie. Cet homme, qui était un des plus grands acteurs français, a vécu toute sa vie quasiment au bord de la ruine. C'est fou. C'est incroyable. Oui, Bernard. Un mot sur Mallory Nataf. J'ai appelé aujourd'hui Princesse Erika, qui est chanteuse et comédienne, qui est sa meilleure amie. Elles se sont rencontrées sur La Ferme Célébrité. Elle me dit, mais cela dit, Mallory, je ne sais pas si elle est vraiment, vraiment malheureuse, parce qu'elle a toujours été anti-système, et ça a toujours été une femme libre. C'est et depuis qu'elle a perdu la garde de ses 3 enfants... Il dit qu'elle est attachée à la religion de façon mystique et qu'elle a peut-être même envie d'y aller. Ce sont les mots de Jean-Luc Azoulay, pas les miens. Jean-Pascal, il est fou ton témoignage. Toi, t'as pensé à arrêter la... Voilà, comment tu t'es dit, je vais revenir en télé? C'est toi, tu penses, croyais en ton talent? C'est toi qui m'as fait revenir à la télé. Ah, vraiment, sinon tu pensais? Non, j'étais vraiment arrêté sinon. Quand tu m'as appelé, c'était le confinement, et après, voilà, j'avais arrêté. Il y a un moment, quand t'as plus rien, t'as une femme, des enfants. Bon, ma femme Delphine travaillait, j'avais 2 enfants, mais que t'as un loyer qui est cher. Alors tu dis, il faut une maison plus petite, donc il faut trouver un métier. Mais j'ai de la chance parce que j'ai réussi. Après, voilà, j'ai frappé à plein de portes. On m'a dit non. Je vais avoir un truc de comptabilité, j'étais voir un truc pour être plâtrier. Et puis, comme j'aimais le golf, j'ai été voir le restaurant du golf à Chantaco, à Saint-Jean-de-Luz. J'ai dit, vous cherchez pas un serveur? Et Roger, le patron, m'a dit oui. Au début, je lui ai dit, prenez-moi à l'essai gratuitement, 3-4 jours, si je suis bon, vous m'embauchez. Et le mec, il me dit d'accord. Donc, t'apprends à tenir un plateau. T'as pas dit, mais arrête, t'as dit... Pas du tout. Non. Par contre, c'est les gens autour qui t'enfoncent. Et le soir, tu rentres, et puis tes enfants, ils te disent, tu gagnes 1500 balles, et t'as un loyer de 1270. Et puis, il faut quand même garder tes enfants. Alors, tu fais. Mais c'est le salaire. Voilà. Donc, je me mets à la place de tout. Mais je veux dire que on peut toujours y arriver. Donc, c'est pas facile parce que j'aime pas, moi, parler de tout ça. Parce que c'est pour ça que je fais toujours le rigolo. Parce que je me cache derrière tout ça. Mais voilà, quand on veut y arriver, on peut. Mais si tu m'avais pas appelé, je serais encore là-bas et j'y arriverais. J'aurais fait autre chose et on avance. C'est comme si j'avais pas eu la Starac, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais c'est pour ça que je suis très heureux d'être là et que je donne mon meilleur et que je te dois beaucoup. Voilà. Quand on veut y arriver, on peut. C'est dur quand même pour poser ces mots parce qu'il y en a comme Loana ou comme Mallory Nataf qui sont dans une détresse psychologique et c'est pas aussi facile de se sortir les doigts comme tu dis Magali pour reprendre. Loana, ce qui est gênant, là où je comprends Jean-Pascal, c'est que Loana, on lui a proposé de l'aide. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a l'entourage. Benjamin, il est entouré de sa femme aussi qui l'aide beaucoup. Mais c'est plus profond que ça. C'est comme si je te disais, je vais voir une personne qui est sans domicile fixe, je vais lui donner 20 €, 30 €, ah bah c'est bon, ta vie est réglée. Non, il y a un suivi psychologique, il faut les accompagner, il faut leur trouver du travail. C'est bien plus profond que tiens, voilà un peu d'argent, voilà un travail, démerde-toi. C'est une détresse. Il y a un point de vue malade. Elle est traumatisée parce qu'elle a vécu.